Chaque été, le long des routes et en bordure des jardins en Europe et en Amérique du Nord, une plante fleurit en grappes tranquilles de fleurs roses pâles. La plupart des gens passent devant sans s'arrêter. Certains le retirent de leur jardin et le jettent dans des bacs à compost, la traiter comme une mauvaise herbe envahissante qui se propage trop facilement par les racines souterraines. Quelques-uns la reconnaissent comme une fleur sauvage, assez agréable à regarder mais dont la fonction est banale. Presque personne ne sait ce que cela peut faire. Écraser une poignée de ses feuilles dans l'eau, et le liquide commence à mousser. La mousse n'est pas une astuce chimique ou une réaction entre des ingrédients séparés. C'est du savon, véritable savon, produit par la plante elle-même, stocké dans ses racines, tiges et feuilles à des concentrations suffisamment élevées pour nettoyer la laine, la peau et les cheveux sans aucun additif synthétique. Pendant des siècles, cette plante n'a pas été décorative. C'était l'infrastructure. Les monastères le cultivaient en rangées délibérées, à côté de leurs cuisines et de leurs buanderies. Les usines textiles l'ont planté à côté de leurs stations de lavage. Les ménages le récoltaient chaque automne et stockaient les racines séchées dans les garde-manger, de la même manière qu'ils stockaient les céréales. Les restaurateurs de musées l'utilisent encore aujourd'hui pour nettoyer les tapisseries médiévales et les broderies vieilles de plusieurs siècles qui se désintégreraient sous les détergents modernes. La plante s'appelle la saponaire. Et d'une manière ou d'une autre, en l'espace de 2 générations, le monde moderne l'a remplacé par une molécule synthétique fabriquée dans des usines chimiques et vendue dans des bouteilles en plastique qu'il faut racheter chaque mois. Bien avant que le premier pain de savon ne soit pressé dans un moule, bien avant que le premier tensioactif ne soit synthétisé en laboratoire, les êtres humains avaient accès à un nettoyant moussant qui ne nécessitait aucune usine, aucune chaîne d'approvisionnement et aucun coût récurrent. Ils ne l'ont pas inventé. Ils l'ont découvert poussant au bord des rivières où ils se baignaient et des champs où ils travaillaient. Le premier savon fabriqué connu remonte à près de 5000 ans, dans l'ancienne Babylone. Mais ce savon a été conçu pour laver les textiles et nettoyer la laine, pas pour le corps humain. Les premières traces fiables de personnes utilisant du savon directement sur leur propre peau n'apparaissent qu'au IVe siècle. Cela signifie que pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, les gens se sont nettoyés sans savon fabriqué d'aucune sorte. Et pourtant, ils étaient propres. Ils se lavaient les cheveux, ils se lavaient la peau. Ils maintenaient des normes d'hygiène qui permettaient à des civilisations entières de fonctionner. La réponse poussait constamment dans le sol sous leurs pieds. Au Moyen-Âge, les moines franciscains et dominicains transportaient la saponaire à travers l'Europe lorsqu'ils fondaient de nouveaux monastères. Ils appelaient cela un cadeau, une plante destinée à les aider à maintenir la propreté physique exigée par leurs ordres religieux. À la fin des années 1500, la saponaire était devenue l'agent de lavage standard dans les maisons et les ateliers de toute l'Angleterre. Pas à cause du marketing. Pas à cause de monopoles commerciaux ou de décrets royaux, parce que cela fonctionnait mieux que tout ce qui était disponible. Ces monastères n'étaient pas des avant-postes primitifs. Ils avaient conçu des systèmes d'eau traversant des couloirs en pierre, organisé la gestion des déchets et programmé des routines de bain remarquablement avancées pour leur époque. Les moines et nonnes médiévaux considéraient la propreté physique comme une expression directe de la discipline spirituelle. Ils avaient accès à toutes les méthodes de nettoyage connues à leur époque. Lessive de cendres, graisses animales, huiles importées, sels minéraux. Et ils ont choisi cette plante avant tout. La raison devient claire quand on comprend ce que les travailleurs européens du textile ont découvert à ce sujet. Les professionnels qui lavaient, assouplissaient et finissaient les tissus dans l'Europe médiévale étaient appelés foulons et bâtissaient tout leur métier autour d'une seule découverte. Lorsque l'on fait bouillir les feuilles et les racines de la saponaire dans l'eau, le liquide produit une mousse qui nettoie les tissus les plus délicats sans abîmer un seul fil. Les volants et les dentelles portés par la cour Tudor en Angleterre étaient lavés avec de l'extrait de savonnette. Les soieries fines, qui circulaient dans les maisons de marchands françaises, en étaient finies. Des usines textiles entières dans le nord de la France ont été construites avec de la saponaire, plantée en rangées délibérées à côté des stations de lavage, cultivée exprès et récoltée en continu, saison après saison. Il ne s'agissait pas d'une tradition populaire préservée dans les villages isolés. Il s'agissait d'une pratique industrielle, répétée à travers les régions et les siècles, parce que les aspects économiques étaient logiques et que les résultats étaient fiables. Dans la Rome antique, la saponaire servait d'adoucisseur d'eau dans les bains publics. Dans les Alpes suisses, les bergers l'utilisaient pour laver leurs troupeaux avant de les amener au marché. Dans l'Italie du XIIIe siècle, les moines ont découvert qu'elle servait de désinfectant pour les surfaces et les instruments médicaux. De cette histoire, la plante tire son nom scientifique, Saponaria officinalis, une désignation latine qui se traduit directement par « savon des ateliers ». Le mot officinalis était réservé aux plantes ayant une valeur commerciale établie.
matériau qui apparaissait régulièrement dans les registres commerciaux et les livres de contes de l'Europe médiévale. Et voici le détail qui devrait vous faire reconsidérer ce que vous supposez du passé. Les restaurateurs de musées de certaines des institutions les plus prestigieuses au monde utilisent encore aujourd'hui l'extrait de saponer. Pas plus tard que dans les années 1960, il était utilisé dans les musées européens pour nettoyer les tapisseries anciennes, les textiles les plus irremplaçables sur Terre. Des broderies médiévales cousues à la main il y a 600 ans. Des dentelles vieilles de plusieurs siècles, que les détergents chimiques modernes dissoudraient au contact. Des tissus si fragiles que même l'eau distillée doit être appliquée avec une extrême prudence. Ces objets sont confiés à une plante qui pousse à l'état sauvage dans les fossés en bordure des routes de campagne anglaises. Pendant ce temps, la plupart des gens se lavent les cheveux tous les matins avec des tensioactifs dérivés du pétrole provenant d'une bouteille en plastique, sans jamais se demander s'il existe une autre option. La plante elle-même est une plante vivace de la famille des œillets, produisant des grappes de fleurs roses ou blanches du début de l'été jusqu'en septembre. Les fleurs sont parfumées et attirent les abeilles et les papillons, mais ce ne sont pas les fleurs qui ont de la valeur. Le pouvoir nettoyant réside dans les feuilles, les tiges et surtout les racines, qui contiennent des composés naturels appelés saponines. Les saponines ne sont pas un nom populaire ni une métaphore. Ce sont de véritables agents nettoyants, structurellement similaires aux tensioactifs présents dans les shampoings et les détergents ménagers du commerce. Lorsque vous écrasez la saponaire dans l'eau, elle crée une véritable mousse qui décompose les huiles et soulève la saleté des surfaces de la même manière que le savon synthétique. Les racines constituent la source la plus concentrée. Pendant les mois d'été, lorsque les fleurs sont en pleine floraison, la teneur en saponine des racines peut atteindre 20% du poids sec de la plante. Les scientifiques ont isolé au moins 12 composés nettoyants distincts à partir des seules racines. Et la recherche a confirmé que ces saponines combattent les bactéries, réduisent l'inflammation et possèdent des propriétés astringentes naturelles qui resserrent et protègent les tissus cutanés. Il ne s'agit pas d'un remède populaire, transmis par tradition orale et jamais testé. Il ne s'agit pas d'une mythologie de grand-mère qui semble plausible mais qui manque de preuves. C'est la même chimie à laquelle les plus grands musées du monde font confiance pour créer des artefacts inestimables et irremplaçables qu'aucun produit synthétique n'est autorisé à toucher. Et la connaissance de son utilisation a presque disparu en l'espace d'une seule vie humaine. La saponaire n'a jamais été un secret européen isolé. Chaque continent habité a développé sa propre version de la même solution, car la chimie existe indépendamment de la culture humaine. En Inde, le système traditionnel de lavage des cheveux est utilisé continuellement depuis des milliers d'années. Les femmes du sous-continent se lavent les cheveux avec une combinaison de 3 plantes. L'amla, la groseille indienne, reta, le fruit du noyer savonneux, et le shikakai, un arbuste grimpant épineux qui pousse à l'état sauvage dans les plaines chaudes du centre de l'Inde. Tous les 3 contiennent la même classe de composés de saponine que l'on trouve dans la saponine. Ils créent une mousse douce qui élimine la saleté et l'excès de sébum sans mettre à nu le cuir chevelu. Et des analyses de laboratoire modernes ont confirmé exactement ce que les grand-mères indiennes ont transmis depuis des générations. Ces plantes nettoient les cheveux en douceur et efficacement, sans aucun des effets secondaires associés aux tensioactifs industriels. L'utilisation de nettoyants capillaires à base de plantes sur le sous-continent indien remonte à l'époque de la civilisation pré-arapéenne. Cela signifie que les habitants de ce qui est aujourd'hui le Pakistan et le nord-ouest de l'Inde se lavaient les cheveux avec des préparations botaniques il y a plus de 4000 ans, avant que les pyramides de Gizeh ne soient achevées. Le mot anglais shampoing, lui-même, vient du mot hindi champi, qui fait référence à la pratique consistant à masser de l'huile chaude sur le cuir chevelu avant le lavage. Une technique qui nourrit la tige du cheveu et stimule le flux sanguin vers les follicules. Les Amérindiens appréciaient la propreté personnelle, mais n'utilisaient pas de savon manufacturé. Au lieu de cela, ils comptaient sur des plantes contenant la même chimie des saponines. Racines de yucca écrasées et moussées dans le désert du sud-ouest, racines de savon extraites des collines de Californie, petite agave récoltée dans les régions arides du Grand Bassin. En Turquie, au Liban et en Syrie, la racine de saponaire est encore aujourd'hui prisée, et pas seulement pour le nettoyage. Dans la préparation de confiseries traditionnelles du Moyen-Orient, comme le halva et le nougat, l'extrait de saponaire crée une mousse particulièrement légère et moelleuse qui donne à ces bonbons leur texture unique. La même plante qui lave vos cheveux compose également votre dessert. Les marrons d'Inde récoltés en Grande-Bretagne et en France contiennent des saponines. Les savonniers poussent à l'état sauvage sous les tropiques, de l'Asie du Sud-Est à l'Amérique centrale. La saponaire couvre toute la zone tempérée de l'hémisphère nord. Différents continents, différentes cultures, différents siècles, différentes langues, même chimie, même solution. Et d'une manière ou d'une autre, en seulement 2 générations,
le monde moderne a tout remplacé par une seule molécule synthétique fabriquée dans une usine chimique. Cette molécule s'appelle lauryl sulfate de sodium. Vous le trouverez actuellement répertorié comme SLS au dos de presque toutes les bouteilles de shampoing dans votre douche. Il s'agit du principal agent moussant qui alimente l'industrie mondiale du shampoing. Et son histoire ne commence pas avec la demande des consommateurs ou les progrès scientifiques, mais avec la pénurie en temps de guerre. En 1917, le blocus naval allié a coupé l'Allemagne des graisses et des huiles nécessaires à la fabrication traditionnelle du savon. Les chimistes allemands ont été contraints de trouver une alternative synthétique, et ils ont réussi. Le premier détergent synthétique a été produit cette année-là. Non pas parce qu'il était meilleur que le savon, mais parce que la guerre avait rendu le savon temporairement impossible. C'était une solution d'urgence, pas un produit de consommation. Les chimistes qui l'ont développé n'ont jamais prétendu qu'il était supérieur à ce qu'il remplaçait. Ils prétendaient seulement qu'il était disponible. La guerre a pris fin en 1918 et l'état d'urgence a pris fin avec elle, mais pas les détergents synthétiques. Un ingénieur nommé Robert Duncan s'est rendu en Europe dans les années 30 pour étudier ce que ces chimistes allemands avaient développé pendant les années de guerre. Il revint aux États-Unis avec des connaissances en chimie des tensioactifs synthétiques et en 1946, son entreprise avait converti ses connaissances en un produit de consommation. Des usines massives qui produisaient du carburant d'aviation pendant la Seconde Guerre mondiale ont été discrètement reconverties pour fabriquer les ingrédients chimiques des détergents ménagers. En 1953, les ventes de détergents synthétiques avaient complètement dépassé celles du savon naturel aux États-Unis. Les mêmes usines qui fabriquaient du carburant pour les avions de guerre en 1944 produisaient le détergent dans votre buanderie en 1947. Personne n'a demandé si c'était une bonne idée. Personne ne l'a comparé à ce qu'il remplaçait. L'infrastructure était déjà construite, les usines avaient besoin d'un but en temps de paix et le marketing était très efficace. Sopwart n'a pas disparu parce qu'il a échoué. Elle a disparu parce qu'une guerre mondiale a créé une infrastructure industrielle qui avait désespérément besoin de marchés civils. Les chercheurs ont étudié les effets réels du lauryl sulfate de sodium sur la peau humaine lorsqu'il est appliqué à plusieurs reprises. Des études contrôlées ont révélé que le SLS provoque une dermatite de contact irritante mesurable à de multiples concentrations. Les scientifiques ont appliqué une solution SLS à 1% sur la peau pendant 24 heures, puis ont ensuite examiné les tissus. Ils ont découvert que le SLS avait pénétré profondément dans les couches externes et s'était accumulé à des niveaux connus pour déclencher des réponses inflammatoires. Des traces du produit chimique étaient encore détectables dans les tissus 7 jours après une seule application. Un lavage, une journée, et des résidus durant une semaine complète sur votre peau. Le SLS ne se contente pas de nettoyer votre cuir chevelu. Il perturbe la communauté bactérienne naturelle vivant à la surface de votre peau. Cette communauté n'est pas un problème à éliminer. C'est votre première ligne de défense biologique contre les infections et le stress environnemental. Lorsque vous décapez chaque matin avec des tensioactifs industriels, vous démantelez un écosystème protecteur qui a évolué pendant des millions d'années pour réguler l'humidité, l'équilibre du pH et la compétition microbienne. Des recherches supplémentaires ont révélé que le SLS se déposait massivement sur la surface de la peau et se concentrait spécifiquement à l'intérieur des follicules pileux. Les scientifiques ont noté que cette accumulation pourrait endommager directement le follicule lui-même. Et ils ont également observé que le SLS produisait un nombre important de pores obstrués à des concentrations de seulement 1% et 5%. Le shampoing qui promet de nettoyer vos cheveux peut endommager les follicules à partir desquels ils poussent. Maintenant, comparez cela à ce qui se passe lorsque vous utilisez de la savonnette. Une comparaison directe en laboratoire a révélé que l'extrait de saponaire est considérablement plus doux que le SLS sur les protéines et les lipides des tissus cutanés. Il nettoie efficacement tout en laissant les barrières protectrices du cuir chevelu largement intactes. La plante que les moines franciscains appelaient un dent de Dieu s'avère nettement plus sûre que le produit chimique qui l'a remplacé 400 ans plus tard. Le marché mondial du shampoing était évalué à 38 milliards de dollars en 25. Ce marché dépend entièrement des consommateurs qui achètent chaque mois de nouvelles bouteilles en plastique de tensioactifs synthétiques. Toutes les 4 semaines, un autre déplacement au magasin, une autre transaction traitée, une autre unité vendue. L'ensemble du modèle économique est conçu autour d'une consommation répétée qui ne s'arrête jamais. La saponaire est une plante vivace. Plantez-le une fois et il revient chaque année sans replanter. Il se propage à travers des réseaux de racines souterraines appelés rhizomes, qui poussent vers l'extérieur saison après saison, élargissant ainsi la colonie sans aucune intervention humaine. Elle ne nécessite aucun engrais car elle prospère dans les sols pauvres et négligés où les autres plantes ont du mal.
Il ne nécessite aucun pesticide, car presque rien dans la nature ne l'attaque. Elle ne nécessite aucune irrigation au-delà des précipitations ordinaires et ne peut être brevetée car il s'agit d'une plante sauvage poussant librement dans le domaine public. Une seule plantation devient une source permanente de shampoing. Une source permanente ne génère aucun revenu récurrent pour quiconque. Zéro revenu récurrent n'attire aucun investissement d'entreprise. Zéro investissement d'entreprise signifie zéro budget publicitaire. Et zéro publicité signifie que 3 générations d'êtres humains grandissent en croyant sans aucun doute que le shampoing provient uniquement d'une bouteille en plastique posée sur une étagère éclairée par un néon entre l'après-shampoing et le gel douche. Ce n'est pas un complot, c'est de l'économie. Une plante qui pousse dans un fossé et qui ne coûte rien à récolter ne peut pas faire vivre une usine qui vaut $1 milliard. C'est pourquoi l'usine a remplacé la plante. En une décennie, la plupart des habitants des pays développés avaient complètement oublié l'existence de la plante. Le coût de cet oubli est devenu visible, lentement, mesuré en partie par milliards dans les rivières, par l'effondrement des populations de poissons en aval des usines de traitement des eaux usées, et par la détection de produits chimiques synthétiques dans le lait maternel. Les détergents à lessive modernes se sont améliorés depuis ces premières formulations toxiques, mais ils sont toujours synthétiques. Ce n'est pas la même chose qu'une plante qui optimise sa chimie depuis des millions d'années pour remplir une fonction écologique spécifique. Et cette différence compte plus que la plupart des gens ne le pensent. Vous pouvez démarrer la saponaire à partir d'une graine ou d'une division de racines partagée par un voisin qui essaie probablement de s'en débarrasser. Il pousse en plein soleil ou à mi-ombre et s'adapte à presque tous les types de sols, du limon sableux à l'argile lourde. Si vous souhaitez contrôler son habitude de propagation enthousiaste, plantez-le dans un grand seau ou un récipient sur votre porche où les racines ne peuvent pas s'échapper dans le jardin environnant. Une plante devient une colonie au cours d'une seule saison de croissance. Et une colonie devient une réserve permanente et auto-agrandissante qui n'a jamais besoin d'être replantée. Récoltez les feuilles et les fleurs pendant la pleine floraison qui se produit généralement au milieu de l'été, de juin à août, selon votre zone climatique. Il est préférable de creuser les racines en automne, lorsque la teneur en saponine atteint son maximum annuel. Hachez le matériel végétal frais et déposez-le dans une casserole d'eau bouillante. Couvrez la casserole et laissez mijoter pendant une quinzaine de minutes. Retirez-le du feu, laissez-le refroidir complètement, puis filtrez le liquide à travers une étamine ou un torchon propre dans un bocal. Ce que vous tenez est un nettoyant capillaire moussant naturel prêt à l'emploi immédiatement. Vous pouvez ajouter une goutte d'huile de romarin ou d'huile de menthe pour le parfum si vous préférez. Mais le pouvoir nettoyant existe sans aucun ajout. La mousse sera plus douce et moins agressive qu'un shampoing commercial. Et c'est exactement le but. Il nettoie vos cheveux sans détruire les huiles naturelles que votre cuir chevelu produit pour se protéger. Il faut quelques lavages pour que vos cheveux s'adaptent à l'absence d'agents décapants synthétiques. Mais après cette période d'adaptation, la plupart des gens ne se tournent plus jamais vers une bouteille en plastique. Le liquide se conserve environ une semaine à température ambiante. Pour une conservation plus longue, séchez les racines en automne sur un grillage dans une pièce chaude et conservez-les dans un pot fermé dans votre garde-manger. Chaque fois que vous avez besoin de shampoing, faites mijoter une poignée de morceaux de racines séchées dans l'eau pendant 15 minutes et égouttez. Une seule récolte d'automne fournit suffisamment de racines séchées pour une année entière de lavage. Après chaque lavage à la savonnette, versez un rinçage au vinaigre de cidre de pomme dans vos cheveux. Une partie de vinaigre pour 4 parties d'eau. Cela rétablit l'équilibre naturel du pH de votre cuir chevelu et ajoute une brillance notable qu'aucun revitalisant commercial ne peut reproduire. Votre arrière-grand-mère a certainement fait exactement cela. Mais la saponaire n'a jamais été conçue pour fonctionner de manière isolée. Les anciens systèmes de connaissances n'ont jamais été construits autour d'un seul produit acheté auprès d'une seule source. Il s'agissait d'approches complètes du soin capillaire que l'industrie du shampoing compressait dans une seule bouteille, puis vous revendez moyennant une majoration mensuelle. En Inde, le processus commence des heures avant tout lavage. La méthode traditionnelle commence par de l'huile de noix de coco chaude, appliquée directement sur le cuir chevelu et massée profondément dans les racines. Cette technique s'appelle champi, et ce mot a voyagé à travers les routes commerciales coloniales et est finalement devenu le mot anglais shampoing. L'huile nourrit la tige du cheveu, le massage stimule le flux sanguin vers les follicules, et ce n'est qu'une fois que l'huile a fait son travail que le lavage proprement dit commence, avec une pâte de raita et de shikakai. Huilez d'abord, puis nettoyez. Le modèle du shampoing industriel a inversé toute cette séquence et vous a dit que le problème était le pétrole. Un rinçage au thé au romarin stimule naturellement le cuir chevelu. Le thé d'ortie versé dans les cheveux après le lavage renforce la tige de la racine aux pointes. Une dorure aux œufs fournit des protéines concentrées directement là où les cheveux clairsemés en ont le plus besoin.
Ce ne sont pas des expériences de bien-être à la mode menées par des influenceurs des médias sociaux. Ce sont des techniques que des milliards de personnes dans des dizaines de cultures ont utilisées quotidiennement pendant des siècles, avant qu'une entreprise chimique ne leur dise qu'elles avaient besoin d'un produit fabriqué en usine. Une remarque importante concernant la culture de la saponaire. C'est une plante puissante. Il est excellent pour un usage externe sur les cheveux et la peau, mais il n'est pas destiné à être consommé en interne. Les mêmes saponines qui produisent une mousse nettoyante aussi efficace ne peuvent pas être avalées sans danger. Gardez-le hors de votre bouche, faites un test cutané à l'intérieur de votre poignet si vous avez la peau sensible avant de l'utiliser sur votre cuir chevelu et éloignez-le des coupures ou des plaies ouvertes. Les moines qui m'ont transporté à travers l'Europe respectaient profondément cette plante. Et c'est exactement pourquoi elle a survécu pendant des siècles dans leur jardin. L'industrie du shampoing ne vous parlera pas de cette plante. Il n'apparaît sur aucune étiquette d'ingrédients dans aucun magasin. Aucune entreprise ne l'emballe. Aucune marque ne génère de profit en le faisant pousser à l'état sauvage dans un fossé au bord d'une route de campagne tranquille du Somerset, du Vermont ou de la Colombie-Britannique. Mais la saponaire pousse le long de chaque haie, de chaque voie ferrée, de chaque mur de pierre en ruine et de chaque bordure de jardin abandonné dans tout le monde tempéré. 38 milliards de dollars circulent chaque année sur le marché mondial du shampoing. Les tensioactifs dérivés du pétrole sont synthétisés dans des installations industrielles, transportés par camions vers des installations d'embouteillage, scellés dans des conteneurs en plastique, chargés sur des cargos, empilés sur des palettes d'entrepôt, rangés sous des lampes fluorescentes, scannés dans les registres, transportés chez eux dans des sacs, essorés, rincés dans les égouts, et racheté 4 semaines plus tard. Pendant ce temps, cette plante pousse à distance de marche de presque tous les établissements humains de l'hémisphère nord. Il produit du vrai savon. Elle a toujours produit du vrai savon. Il continuera à produire du vrai savon longtemps après que la dernière bouteille de shampoing en plastique se fissurera dans une décharge et que la dernière goutte de lauryl sulfate de sodium se déversera dans une rivière et flottera en aval vers l'océan. Les moines le savaient. Fullers le savait. Les restaurateurs de musées le savent encore. Votre arrière-grand-mère le savait probablement aussi. La seule question est de savoir si vous allez le planter.